Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de En attendant le nouvel an. Voilà, les petits vlogs qui se dérouleront entre Noël et jour de l'an. Aujourd'hui, on est vendredi 27. Je voulais juste vous parler des progrès que j'ai fait depuis hier. Donc hier, j'ai fait le tri de mon panier des en cours. J'ai défait tout ce que je ne voulais plus travailler, enfin tous les trucs qui étaient dans le panier depuis bien trop longtemps. Donc j'ai défait mes mitaines Ilja. Voilà. Et j'ai aussi défait mes no-show socks. Je sais, j'en avais une chaussette finie et une pointe d'une autre chaussette, mais soyons réalistes, j'avais vraiment pas envie de faire la deuxième. Donc je l'ai défaite. Voilà, c'est pas grave. Je le referai peut-être un jour. Je crois pas, non. Mais donc la laine est repartie dans le stash. Tout va bien. J'ai de la place dans mon panier à projet et je me sens mieux. Et hier soir, j'ai aussi fini ces chaussettes. Bon, c'était vraiment pas compliqué, il n'y avait plus que le bind-off à faire. Mais regardez, elles sont finies, magnifiques. C'est mes chaussettes du mois d'octobre. Voilà, c'est de la laine. Je vous l'ai déjà dit 1000 fois, mais si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, bienvenue. Je le dis pour vous. La laine, c'est Gage Dye Work, une compagnie canadienne. Et c'était 31 rayures différentes pour célébrer le mois d'octobre. Donc de là à là, il y a 31 rayures différentes. Et après, ça recommence. Voilà, j'avais plus que le bind-off à faire. Ça m'a pris 10 minutes. Maintenant, elles sont bloquées. Vous savez quoi, elles sont même sèches. Si je veux, je peux les mettre aujourd'hui. J'en ai d'autres au pied, mais je les mettrai peut-être demain. Voilà. J'ai enfin bobiné la pelote qui me manquait pour travailler sur ce Winston Sweater. Et hier, j'ai fini, non ce matin, j'ai fini la manche. Franchement, ça m'a pris un quart d'heure de finir la manche. Je viens de mettre les aiguilles pour la deuxième manche et j'ai bon espoir qu'elle soit finie d'ici la prochaine fois que je vous parle, c'est sûr. Voilà, il est magnifique, j'ai trop hâte de le mettre, donc il faut que je travaille dessus. Et la dernière chose que j'ai faite hier, je vous en avais jamais parlé, mais c'est pas grave. Voici, ça c'est le bonnet de Seb. Je dis le bonnet, il en a d'autres, mais c'est son bonnet fétiche. Il a tout le temps, dès qu'il fait froid, il a tout le temps ce bonnet sur la tête. C'est moi qui lui avais fait il y a très longtemps. C'est un bonnet style péruvien avec des Space Invader. Il met toujours. Il y a même des gens qui l'ont déjà reconnu dans la rue grâce au bonnet. Voilà. Et en fait, bon, ce bonnet commence à être vieux et il était plus très chaud. Dedans, il était doublé avec de la polaire, mais la polaire s'était usée avec le temps. Bref, il était plus chaud. Donc regardez ce que j'ai fait. Je l'ai doublé avec de la laine en fourrure, de la laine, de la fausse fourrure. Ah ben là, je peux vous dire que ce bonnet est chaud. Ah, là, c'est sûr, il ne pourra plus rien lui arriver. Il est super chaud, super. Franchement, je suis un peu jalouse. Donc, ah ouais. Donc, ce que j'ai fait, bon, la coiffure, c'est n'importe quoi, c'est pas grave. Donc, je suis partie du haut du bonnet. J'ai fait Caston 6 mailles avec de la laine en fausse fourrure. J'ai fait des augmentations toutes les 2 lignes, 8 augmentations evenly spaced, voilà, et après bon, j'essayais le bonnet de temps en temps, je mettais un petit peu la doublure sur le bonnet pour savoir quand m'arrêter. Quand il a fait que je m'arrête, et ben j'ai fait un bind off, une oreille, voilà, une oreille par là, j'ai descendu, et en fait j'ai suivi, c'est vraiment pas compliqué, j'ai suivi la forme des oreilles, et puis voilà, et ensuite j'ai cousu les deux ensemble, et franchement ça m'a pris 2 épisodes de série pour faire ça, et je suis super contente du résultat. Je pense que Seb va adorer son bonnet nouvelle version, je le garde un petit peu. Oui, il est super. Et puis là, ben, je vais vous laisser. On va partir à Burlington dans le Vermont. Ce soir, on va aller voir un concert. Si vous connaissez, si vous étiez ado dans les années 90 et 2000, comme moi, vous connaissez peut-être Gogol Bordello. C'est un groupe américain d'origine ukrainienne. Un groupe de punk manouche, je dirais. Enfin, c'est des mélanges de musique slave avec du punk. J'aimais bien ce groupe dans les années 90-2000, fin des années 90-2000, et ben ce soir il passe en concert à Burlington. Burlington c'est à moins de 2 heures de Montréal, donc vous savez quoi, on va passer la soirée à Burlington, on revient demain.
vous êtes content de savoir. Ce qui est génial, c'est que je vais avoir du temps dans la voiture. Ah, je vais finir ce pull, c'est obligé. Et voilà, c'est tout pour le tricot. Oh, avant de finir, j'avais trop chaud avec ça sur la tête. Puis surtout, je vous entendais plus. Enfin, je ne m'entendais plus parler parce que je vous entends jamais. Pour finir, on va faire un petit instant bactéries. On a 5 minutes là. Donc, je vais vous parler des bactériophages parce que je vous ai parlé des antibiotiques. Je vous ai bien sûr parlé des bactéries. Je vous ai parlé des virus. Donc maintenant, je vais vous parler des bactériophages. Qu'est-ce qu'un bactériophage? Un bactériophage, c'est un virus pour les bactéries. Oui, les virus, c'est pas quelque chose qui est exclusif aux animaux ou aux plantes. Les bactéries, elles aussi, ont leurs virus. C'est des virus spécifiques qui n'attaquent que les bactéries. Et ils s'appellent les bactériophages. Les bactériophages ont été découverts par Félix Derel en 1900, après la Première Guerre mondiale. Je dirais en 1916-1917. 1917. Donc oui, c'était, on va dire ça, je sais plus. Après la Deuxième Guerre mondiale. Donc Félix Derel, c'était un franco-québécois qui a travaillé à l'Institut Pasteur. Il a travaillé un peu partout. Il a construit ses instituts au Mexique. Enfin bon, il a une vie très intéressante. C'est fascinant. On parlera de Félix Derel un autre jour, peut-être. Mais il a découvert que les bactéries pouvaient être tuées par des petites particules. Et quelques années après, on s'est rendu compte que ces particules étaient des virus, donc les bactériophages. Et pourquoi est-ce que les bactériophages sont intéressants pour nous? Bon, déjà, c'est parce que c'est toujours bien de savoir la biologie, mais surtout parce que ça pourrait être une alternative très intéressante aux antibiotiques. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bon, je vous ai dit la dernière fois que pour soigner les infections bactériennes, on avait les antibiotiques, des molécules qui vont tuer les bactéries et qui, en général, ne sont pas mauvaises pour l'homme. Bon, les bactériophages, c'est des virus qui sont spécifiques des bactéries aussi. Elles ne vont pas toucher une cellule humaine ou quoi, donc ça pourrait être une bonne thérapie alternative aux antibiotiques. Surtout, je vous ai parlé qu'avec la surutilisation des antibiotiques, on avait beaucoup plus de problèmes de résistance et que dans les hôpitaux, souvent, on a des infections qui sont très très dures à éradiquer. Bon, on pourrait utiliser des bactériophages en addition des antibiotiques ou une fois qu'il n'y a plus d'espoir avec les antibiotiques, voilà, pour soigner les gens. Donc, ça se fait, ça existe sur le papier, c'est tout à fait possible. Alors, où est-ce qu'on trouve des bactériophages? De partout. De partout, il y a des bactéries, il y a des bactériophages. On estime qu'il y a à peu près, dans un endroit où il y a des bactéries, il y a à peu près 100 fois plus de bactériophages que de bactéries. Ouais. Donc, sur le papier, ça serait super facile. Vous avez une bactérie dont vous voulez que vous voulez tuer. Vous allez dans son habitat naturel, vous arrivez à récupérer les bactériophages en filtrant, enfin bon, voilà, c'est un procédé assez facile. Vous prenez votre extrait de bactériophages, vous le mettez dans une boîte de pétri, vous savez, les boîtes rondes, je vous en ai déjà parlé, les boîtes rondes qui nous servent à faire pousser les bactéries, donc on met plein de bactéries pour que ça devienne tout un tapis de bactéries. On met les bactériophages dessus et l'endroit où il va avoir où les bactériophages vont tuer les bactéries, on va avoir le lendemain un petit rond clair, ça veut dire que les bactéries sont mortes, les phages ont réussi, donc on sait que le bactériophage qui vit là a tué les bactéries, donc donc voilà, donc il pourrait nous servir. En théorie, il pourrait nous servir si jamais on est infecté avec cette bactérie-là. On pourrait ensuite juste récupérer le petit bactériophage, le mettre sur notre plaie et ça éviterait de mourir de nous couper les bras avant qu'on meure d'une septicémie. C'est malheureusement, ça c'est très beau sur le papier, malheureusement c'est pas aussi beau dans la vraie vie parce que à chaque fois, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas ça de façon routinière? Vous allez me dire, déjà, il y a des régulations. On n'a pas le droit de récupérer des trucs de l'environnement et les mettre sur les gens comme ça sans tester quoi que ce soit. Donc c'est en cours d'études. Les bactériophages sont super spécifiques, donc il va falloir trouver à chaque fois qu'une personne a une infection, il va falloir trouver le bon bactériophage. On ne peut pas aller à la pharmacie, demander « Oui, bonjour, je suis infecté par telle bactérie, donnez-moi un cocktail de bactériophages ». Ça ne marcherait pas comme ça, ça serait une médecine super personnalisée, vu qu'à chaque fois, il faudrait développer un médicament pour une infection, pour une personne. Donc vous imaginez un petit peu l'angoisse, voilà,
extrêmement compliqué à mettre en place à grande échelle. Dans les labos, ça marche super bien. Enfin, dans des labos, sur des cellules, dans des boîtes de pétri, ça marche super bien. Mais à l'échelle d'une population, c'est très compliqué à gérer, surtout vu qu'à chaque fois, ça serait un bactériophage différent, bah, il faudrait faire des tests, des tests cliniques pour chaque bactériophage. Bon, bref, ça va. Mais c'est en cours. C'est quand même en cours. Les gens pensent à ça. Enfin, les gens qui font les régulations, tout ça, pensent à ce genre de choses et voir comment est-ce qu'on pourrait utiliser le bactériophage. Et pour vous dire que on y est presque. Bon, bah, quand il y a ce qu'on appelle, c'est un peu horrible, mais ce qu'on appelle les thérapies du dernier espoir, quand des gens vont, on a le choix entre leur injecter un traitement expérimental ou leur mort. Donc c'est déjà arrivé pour certaines personnes qui avaient des plaies bien trop grandes euh, avec des bactéries qui résistaient à tous les antibiotiques, même aux antibiotiques de dernière urgence, enfin, et que c'était, voilà, leur jour était compté. Bon, ben, dans ces cas-là, avec les autorisations nécessaires et tout, on a pu les traiter au bactériophage et devinez quoi? Ils s'en sont sortis. Ouais, c'est super. Je pense, ça va faire partie de la médecine du futur. Pour le moment, bon ben voilà, c'est toujours à l'étape expérimentale, mais vous savez quoi, ouais, c'est super positif, super prometteur, et j'ai des amis super proches qui travaillent sur les bactériophages dans des labos à côté, et je trouve ça génial. Si je travaillais pas sur les bactéries qui collent, je travaillerais peut-être sur les bactériophages. Je dis ça à chaque fois qu'il y a un sujet qui m'intéresse. Je peux pas travailler sur tout. Voilà, bon bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser avec avec ces idées de bactériophages, les virus qui tuent les bactéries et qui pourraient nous sauver quand on n'aura plus d'antibiotiques. Voilà, allez, je vous dis à bientôt, peut-être demain, peut-être après-demain, peut-être la semaine prochaine, on verra. Allez, ciao!